Je vais essayer d'être pas trop long. Juste rappeler qu'on est dans un débat d'orientation budgétaire, donc on n'est pas dans le débat sur le budget et on n'est pas non plus en commission finances. Donc j'entends bien qu'on veuille déborder, mais le débat d'orientation budgétaire, c'est quelque chose d'un peu, pour moi, surréaliste, mais peu importe, la loi nous l'impose, donc on le fait. On doit parler du contexte, des grands équilibres et des orientations. Donc moi, je vais essayer de concentrer mon propos là-dessus, parce que sinon, tout est dans tout et vice-versa. Ça, c'est pas Victor Hugo, c'est Alphonse Allais. Tout est dans tout et vice-versa. Bien, le contexte, vous l'avez décrit, je ne vais pas y revenir. C'est la guerre, c'est le Covid, c'est l'énergie, c'est les matériaux, c'est l'inflation. Ce n'est pas encore la récession. Et je pense qu'on y échappera. Je ne suis pas devin. Mais le contexte est en effet incertain. On a rarement fait un débat d'orientation budgétaire avec autant d'incertitudes. Autant d'incertitudes. Deuxièmement, on a des contraintes. Les contraintes, vous l'avez dit, c'est le mur de la dette. Je vais y revenir. Et puis, l'inflation fait que si la DGF ne compense pas l'inflation, nos recettes, en effet, subissent ce qui est un coût violent. Après ça, on a du flou. Est-ce que ça va durer toute l'année 2023, au-delà ? Il y a deux grandes théories qui s'affrontent, vous le savez. Il y a ceux qui disent qu'on est sur un cycle de 2-3 ans. Il y a ceux qui disent que si ça se calme en Ukraine, peut-être que dans 6 mois, le prix de l'énergie va baisser, donc l'inflation, etc. Donc, l'année 2023, je pense que vous allez gouverner les finances de notre ville avec un budget primitif, certes, mais avec des décisions modificatives qui vont être très importantes. Parce qu'il va falloir s'adapter au cours de l'année. Il va falloir s'adapter. Celui qui peut prévoir aujourd'hui comment va se dérouler l'année budgétaire 2023, il est très fort. Il est très fort. Je pense que nous avons trop d'incertitudes et trop de contraintes. Et la décision modificative, elle est là pour ça. Elle n'est pas là pour trahir un budget primitif. Elle est là lorsque les circonstances l'imposent pour adapter nos décisions. Donc, il faudra, je pense, travailler de cette manière-là. Et nous serons évidemment attentifs au budget primitif, j'y reviendrai, mais aussi aux corrections qui vont être apportées au cours de l'année. Peut-être que davantage de recettes seront possibles. On a vu évidemment le fonds vert, on a vu le gouvernement qui fait un geste qui est insuffisant, mais qui peut s'augmenter. Je pense qu'on le lit dans la presse, beaucoup de collectivités vont présenter des budgets qui vont être dans le rouge, et peut-être que le gouvernement devra réagir, en effet, au cours de l'année. Donc voilà, on aura ces éléments de contexte. Deuxièmement, la dette. Alors moi, je ne suis pas très fanat de reporter tout le temps la faute à l'équipe précédente. Bon, alors après ça, on remonte à l'équipe Babary et Boucher, j'en parlerai, ensuite à l'équipe Jean Germain, et finalement le coupable idéal, parce qu'il n'y a plus personne qui a siégé ici dans la majorité de Jean Royer, c'est Jean Royer, donc c'est le coupable parfait. Parfait, il porte la responsabilité de toutes les erreurs de la ville. On oublie juste une chose, c'était le maire de l'après-guerre. C'était le maire de l'après-guerre. Et quand même, la ville, dans les années 50, il a été élu en 59, avec l'ensemble des dossiers qu'il a fallu porter, c'était pas rien. Est-ce qu'il a pris des bonnes décisions budgétaires ? Toujours non, bien sûr que non. Mais faire reposer la responsabilité de la situation actuelle d'un maire qui est décédé depuis de longues années, bon, moi personnellement, je ne le ferai pas. Et je pense que dans ce cas-là, il faut faire le bilan complet des mandats de Jean Royer, pas simplement le bilan financier. Il faut faire le bilan complet et là-dessus retrouver une forme de justice historique. Maintenant, on peut parler de la dette. Moi, je vais rappeler 2 chiffres. En 2014, l'encours de la dette était 231 millions à notre arrivée, et lorsque nous sommes partis, il était à 201. 231, 201. Ces chiffres, personne ne peut les contester. Nous avons baissé l'encours de la dette de 30 millions. De 30 millions. Donc quand vous dites notre objectif à la fin du mandat, il était en dessous de 200, quand vous alliez cette situation, elle était à 201. Elle est à 201. Rendons la vérité aux chiffres. Deuxièmement, non seulement nous avons, sous le mandat de Serge Babary et de Christophe Boucher, diminué l'encours de la dette, mais on a réglé un problème que vous n'avez plus à régler, et dont le mot n'a pas été prononcé depuis ce débat, c'était celui des taux variables et des emprunts toxiques. Alors peut-être que vous avez la dette in fine à régler,
Mais vous n'avez plus de taux de variable, vous n'avez plus d'emprunt toxique, vous n'avez plus de swap toxique. Je rappelle que ce mécanisme faisait qu'on se retrouvait avec des taux d'intérêt de 20, 30, 40% à payer sur certains emprunts. C'était de la folie, de la folie. Donc, je pense que dans le mandat qui a été le nôtre, moi je ne fais pas de reproche au précédent, nous avons fait le job. Nous avons fait le job. Est-ce qu'il est terminé? Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais on ne peut pas toujours regarder derrière en disant « Oh, la situation d'Ongérit est catastrophique ». Je pense que nous l'avons considérablement assaini. Et d'ailleurs, peut-être pas tellement aujourd'hui, M. Mignoux, mais dans d'autres interventions, vous l'avez souvent reconnu, que du travail avait été fait. Nous avons réglé le problème des emprunts toxiques. Nous n'avons fait aucun emprunt in fine. Les emprunts in fine que vous décrivez aujourd'hui, ils ne sont pas dus à notre gestion. Nous n'avons jamais fait d'emprunt in fine. Donc nous savions très bien, les uns et les autres, que les années 23, 24, 25, c'était les années sur lesquelles on allait tous faire face au mur de la dette, quelle que soit la majorité qui gérait cette ville. Et en effet, maintenant, il faut y faire face. Est-ce que vous allez réduire la dette? Moi, j'ai noté une petite différence de vocabulaire. Le maire, dans son introduction, a dit « nous allons réduire la dette » et M. Mignoux a dit « on va maintenir ». Bon, on verra. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes passé sous les 200. Nous avions diminué la dette de 30 millions. Nous pourrons regarder, en effet, quel est l'effort de réduction de la dette qui a été fait. Même s'il faut reconnaître qu'il n'y a jamais de période facile pour réduire l'endettement. Mais celle-là est peut-être particulièrement difficile. Et il faut quand même avoir, et je pense que nous l'avons, l'honnêteté de le reconnaître. Quelques points. Pas d'augmentation d'impôts cette année, oui. Bon, l'année dernière, il y avait une bonne louche quand même, mais l'augmentation des bases, c'est aussi l'augmentation d'impôts, même si elle n'est pas de votre fait. Moi, je n'ai pas connaissance que le pouvoir d'achat, il a augmenté de 7% cette année dans ce pays. Donc, augmenter les bases de 7% sur les taxes foncières, même si ce n'est pas de votre ressort, ça pèse, évidemment. Et donc, le contribuable qui verra sa feuille de paie, il verra que ça continue d'augmenter. Les 50 millions d'euros. Monsieur Mignoux, vous êtes un honnête homme. Reconnaissez que lorsqu'il y a eu ce débat en conseil municipal, j'ai dit que je partageais l'analyse qu'il fallait anticiper la reprise de l'inflation et que donc provisionner un stock d'emprunts de manière à nous inscrire dans des taux bas était une bonne politique. Je l'ai dit. Alors aujourd'hui, la visio ne marche pas, mais en général, elle marche. Donc il suffit de regarder, voilà. Je pense qu'en effet, ce démarrage de l'inflation, il était prévisible. C'était votre analyse, c'était la nôtre, nous l'avions partagée. Et en effet, provisionner de la dette et donc pouvoir stocker des bas taux d'emprunt, c'était une décision que moi j'avais considérée comme positive. Je n'étais pas d'accord sur l'usage que vous vouliez en faire. Mais en revanche, d'un point de vue financier, je me souviens très bien que personnellement et au sein de notre groupe, nous avions dit que c'était une prévision qui nous semblait intelligente et raisonnable. Est-ce que ça permet d'augmenter, de réduire de 10 millions d'euros ce que nous aurions payé? Alors là, je ne suis pas convaincu par le calcul, comme ma collègue Marion Nicolet, mais en tout cas, c'est vrai que ça va nous permettre de payer moins que ce qu'on aurait payé. Est-ce qu'il faut que collectivement, et toutes les collectivités locales aillent dans ce sens, agir pour que l'État aligne la dotation globale de fonctionnement sur le taux d'inflation? Oui. Je pense que oui. Sinon, on ne peut pas travailler, puisque personne ne la maîtrise, l'inflation. C'est devenu un facteur aléatoire et contraignant. Il y a le sujet de l'investissement. Moi, je ne vais pas varier par rapport, M. Denis s'en souviendra peut-être, ce que je disais pendant le mandat. Lorsqu'on regarde l'investissement sur la ville, il faut toujours additionner l'investissement de la ville avec l'investissement de la métropole sur la ville. Toujours. Et on met les chiffres, parce qu'évidemment, lorsqu'on a une métropole qui agit... Lorsque la métropole fait la rénovation de la place du Grand Marché, qui est un beau projet, ce n'est pas de l'investissement de la ville, mais c'est un investissement dans la ville, qui améliore la quantité des investissements consacrés au territoire. Lorsqu'on annonce, comme on l'a fait avec Jean-Patrick Gilles au Conseil métropolitain, le projet de cité des formations, 27 millions hors taxes, 32 millions TTC, ce n'est pas Saint-Étienne de Chigny. C'est bien dans la ville de Tours. C'est bien des investissements sur des actifs qui appartenaient récemment à la ville, et c'est de l'investissement dans la ville. Lorsqu'on poursuit, et on en a parlé avec ceux qui sont venus visiter, la rénovation du pavillon Prouvé-Hammam, 3 millions d'euros, c'est un investissement dans la ville. Donc je pense qu'il est intéressant d'avoir cette consolidation pour voir comment elle évolue.
ce que la ville investit dans la ville, ce que la métropole investit dans la ville, et d'avoir cette vision au cours des années, parce que je pense qu'elle nous donnerait des ratios plus intéressants que ce que nous pouvons craindre. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet financier. Maintenant, un débat d'orientation, c'est fait pour établir, je crois, des priorités. Et je crois que plus l'environnement est complexe et incertain, plus il faut que les priorités soient claires. C'est une leçon de management, c'est peut-être aussi une leçon de gouvernance, je ne sais pas, mais je pense que c'est pas mal de le faire ainsi. Et ça nous permettra, au moment du vote du budget primitif, de voir si ce débat d'orientation budgétaire a été utile et si, en effet, vous avez écouté les différentes personnes qui sont exprimées dans la traduction financière en priorité dans votre budget. La première priorité, pour moi, c'est le plan école. Il faut poursuivre le plan école. Nous l'avons initié, vous l'avez accentué, vous l'avez poursuivi, vous avez apporté votre touche, ce qui est bien. Ce qui est bien, le plan école est une priorité pour la ville. Ça concerne les familles, la communauté éducative, les enfants, et en même temps, c'est un aspect positif sur le coût énergétique, puisque ça permet d'avoir des meilleurs ratios. Plan école. La rénovation énergétique, c'était une nécessité climatique, ça devient une nécessité économique, puisqu'on n'arrive plus à payer les factures. Ça devient compliqué. Donc la rénovation énergétique est clairement une grande priorité qui doit se traduire dans les choix budgétaires de notre ville. J'en mettrai deux autres. Je mettrai la sécurité, puisque, comme l'a dit M. Rousier, je crois qu'il y a quand même une dégradation. Les causes sont multiples. Il ne faut pas en faire un sujet d'agitation. Mais les investissements qui pourraient être faits sur améliorer la sécurité dans notre ville et aussi en fonctionnement, doivent être clairement prioritaires dans notre budget. Et la quatrième priorité, c'est la grande pauvreté. Parce qu'en effet, on voit bien que tout ce qui se passe accroît les situations de grande pauvreté. Accroît les situations de grande pauvreté, et notre ville, qui est l'échelon de proximité avec le travail social qui peut être fait, ne peut pas tout résoudre, mais elle peut faire. Elle peut faire, et je pense que ça serait, en effet, ça me semble une priorité importante. Voilà, moi, les 4 priorités que je verrai pour ce budget 2023. Plan école, rénovation, alors quand on dit rénovation, c'est rénovation, efficacité, sobriété, tout ce qui permet évidemment de réduire la facture énergétique de la ville et de ses habitants, la sécurité et le plan pauvreté. Je vous remercie de votre attention. Merci.